Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés globaux qui sont toujours en pause dans l'attente des prochaines données macroéconomiques qui marqueront les prochains jours, à savoir la publication du corps PCE américain pour le mois de janvier, publication prévue demain, ainsi que les premières estimations d'inflation pour les différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro relative au mois de février, des données d'inflation qui seront scrutées de près, notamment après la donnée d'inflation américaine du mois de janvier, le CPI, qui avait un petit peu surpris à la hausse et qui avait généré un repricing de la part des investisseurs sur le calendrier de baisse de taux, des investisseurs qui sont désormais parfaitement alignés avec ce qui a été signalé par la Fed en décembre dernier, à savoir 3 baisses de taux cette année, partant sans doute du mois de juin. Voilà pour l'état des lieux actuel des marchés globaux, tandis que le thème de l'IA fait toujours parler de lui. Si le thème IA est net positif pour un certain nombre d'industries, on pense aux semi-conducteurs, bien sûr, on pense au cloud, il n'y a rien d'évident pour d'autres types de services, et Téléperformance est la piqûre de rappel du jour. Depuis quelques temps déjà, le marché considère que Téléperformance, en tout cas en première intention, en première vague, n'est pas un gagnant net de l'intelligence artificielle et des nouveaux développements autour de l'IA générative. Téléperf qui a vu son cours de bourse chuter jusqu'à plus de 20% encore aujourd'hui dans le sillage de la communication de la fintech Klarna, qui fut un temps la licorne ou la décacorne la plus valorisée du monde, en Europe en tout cas, qui a connu également un retour sur terre un peu brutal. Mais l'actualité de Klarna, c'est de nous dire que depuis un mois, la fintech teste une solution de chatbot nourrie par OpenAI, et que sur un mois, les résultats sont assez spectaculaires, puisque ce chatbot a permis d'assurer les 2/3 de la relation client de Klarna, plus de 2 millions d'échanges, ce qui correspond au travail d'une équipe de 700 personnes aujourd'hui. Évidemment, les résultats de ce test sur un mois, je le rappelle, font mal et ont fait beaucoup de dégâts du côté de Téléperformance. Peut-être que l'IA a fait une autre victime également chez Apple, avec des conséquences beaucoup moins importantes, puisque Apple a décidé d'enterrer définitivement son projet d'Apple Car, un projet mené depuis 10 ans, qui a coûté, on l'imagine, des milliards de dollars de R&D chez Apple, mais au regard du free cash flow titanesque d'un groupe comme Apple, on peut parler d'une erreur minime à ce stade. Néanmoins, c'était une porte de sortie peut-être pour Apple, en terminer avec l'Apple Car et réallouer les équipes et la finance vers les projets d'IA générative, avec une course et une intensité de développement qui s'est accélérée évidemment ces derniers mois et ces trimestres chez les big tech américaines. Voilà pour les sujets du jour. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché bien sûr, et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème des matières premières. L'indice des commodités mesuré par Bloomberg est au plus bas depuis 2021. Pourquoi et quel message est-ce que les marchés de matières premières envoient aujourd'hui au reste du monde? Nous en parlerons avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, qui sera en plateau avec nous à 17h45. Avant d'accueillir nos invités, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. La bourse de Paris reste prudente et est à l'équilibre autour des 7 940 points, malgré la dégringolade du titre de Téléperformance de 25%, une chute que les analystes attribuent directement aux annonces de Klarna, la fintech suédoise qui a annoncé que son IA a permis de gérer les 2/3 de sa relation client sur un mois de test, soit l'équivalent du travail de 700 personnes. La direction de Téléperformance a communiqué dans l'après-midi, indiquant que l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées par Klarna. Autre info, aujourd'hui, le Bitcoin atteint les 60 000 $, un sommet qu'il n'avait pas connu depuis 3 ans. Depuis le début de la semaine, le cours du Bitcoin est en hausse de 14%. Pour rappel, le plus haut record du Bitcoin avait été atteint en novembre 2021 à 69 000 $.
Côté macro, les investisseurs attendaient la seconde estimation du PIB aux États-Unis, qui est révisée en légère baisse de 0,1 point à 3,2% au quatrième trimestre. Du côté des résultats d'entreprise, Worldline fait état d'une perte nette de 817 millions d'euros pour l'année 2023. En même temps, l'activité de l'entreprise était dans le rouge l'année dernière. Panne, décès du président, plongeon en bourse. Le prestataire de paiement avait prévenu que ce serait compliqué. Le chiffre d'affaires en hausse de 6% ne parvient pas à rassurer les investisseurs. Le titre plonge de 12% au cours de la séance. Interparfums fait état d'un bénéfice net de 118 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires augmente de 13%. C'est grâce à la progression des ventes de ses principales marques, Jimmy Choo, Montblanc et Coach. Interparfums compte mettre l'accent pour 2024 sur Lacoste, avec des investissements plus conséquents. Le groupe se dit confiant sur son objectif de vente et s'attend à une profitabilité élevée en 2024. Ces résultats sont salués par le marché, le titre est en hausse de 11%. Dans le secteur des semi-conducteurs, ASM International publie des résultats jugés décevants dans l'ensemble et inférieurs aux attentes, avec notamment un bénéfice net en chute de plus de 60%. Le groupe prévoit des revenus stables au premier trimestre. Le titre cède plus de 3% à Amsterdam. Dans les autres infos du jour, Lagardère publie un résultat opérationnel record à 520 millions d'euros, en hausse de 19%. Le chiffre d'affaires progresse de 14%. À l'occasion de ces publications, Lagardère annonce entrer en négociation avec LVMH à la suite d'une offre d'achat pour Paris Match. Après avoir ouvert en baisse de 3%, le titre termine la séance proche de l'équilibre. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de 2 entreprises du CAC, Veolia et Saint-Gobain. Côté macro, ils prendront connaissance du très attendu Core PCE aux États-Unis pour le mois de janvier et des premières estimations d'inflation pour l'Allemagne et pour la France pour le mois de février. Le PIB français en données détaillées est également attendu demain matin. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est à nos côtés, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Stéphane Déo d'être avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et Gilles Guibou nous accompagne. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Téléperformance nous rappelle aujourd'hui que Nvidia et la frénésie autour de l'IA et des développements de l'IA générative ne fait pas que des gagnants à ce stade, je le disais en introduction. C'est net positif pour toute une série de secteurs, à commencer par les semi-conducteurs et Nvidia en est l'emblème, le cloud derrière, la cybersécurité, etc. Pour des boîtes de services comme Téléperformance, et c'est pas nouveau, le marché considère à ce stade que c'est quand même plutôt un vent de face, en net, en tout cas, pour une société comme Téléperformance, relations clients, digitalisées, numérisées aujourd'hui. Juste pour donner l'information qui a fait chuter Téléperformance aujourd'hui, c'est de voir la FinTech Klarna qui a testé sur un mois son propre chatbot pour gérer sa relation client. Elle dit que ça marche pour les 2/3 des relations engagées avec les clients sur un mois, c'est plus de 2 millions d'échanges, et que ça correspond au travail d'une équipe de 700 personnes. Alors, très clairement, depuis quelques mois, on voyait poindre ce type de crainte. On avait eu des réactions il y a quelques mois assez violentes sur un certain nombre de titres suite à la publication d'une étude par un broker américain sur les impacts qu'auraient pu subir certaines sociétés de services. Dedans, il y avait des Publicis, entre autres. Il y avait éventuellement Capgemini dans un premier temps en disant qu'une partie des tâches que pouvaient faire les sociétés de services informatiques auraient pu être remplacées par de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, on était dans l'ordre de l'appréhension du fantasme. Là, on a un premier exemple un peu concret de ce qui pourrait arriver. Alors, est-ce que ça va se matérialiser ou pas pour Téléperformance ? Très clairement, aujourd'hui, compte tenu du champ d'application, ils sont clairement visés. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut les enterrer ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce que Téléperformance a aussi peut-être la possibilité de s'adapter.
Et en tout cas, elle en a certainement ce que ça prouve, c'est qu'elle a certainement la nécessité de s'adapter. Ça fait pas de doute. Mais la société pourrait très certainement, elle aussi, utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficiente. La question, elle est peut-être un peu différente. C'est dans quelle mesure, en réalité, ça va pas donner l'opportunité à un certain nombre de groupes qui avaient externalisé leurs relations clients. Cela n'a pas donné l'opportunité de réinternaliser cette relation client à moindre coût. Je prends un exemple. Sur le marché français des télécoms, les grands opérateurs historiques que sont Orange, SFR, à un moment donné, pour optimiser leur base de coûts, avaient externalisé cette fonction. Il y en a un seul qui l'avait internalisé parce qu'il était parti après les autres, c'était Iliad, et qui en réalité avait, dès le départ, expliqué que la relation client, c'était aujourd'hui la seule chose qu'il avait concrète avec ses clients et qu'il ne voulait pas l'externaliser. Et donc, qui, dès le départ, avait fait un choix d'avoir ses propres centres d'appel. La vraie question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que, si on arrive à faire ça de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup moins chère, on ne va pas avoir un certain nombre de groupes qui ne vont pas être tentés de réinternaliser cette fonction. Une vague de réinternalisation de certains services qui ont été externalisés et parfois depuis des années et des décennies. Donc ça peut être l'opportunité. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si on doit faire baisser les prix, ils ne vont peut-être pas réinternaliser, mais en tout cas, ça veut dire que la valeur captée ou la valeur du service de téléperformance, en tout cas, va avoir une pression sur les prix massive. Il va falloir upgrader le niveau de service alors. Et sans doute baisser ses prix. Donc, de toute façon, ils sont dans une situation où il y a une obligation de réaction. Bon, donc, voilà, comme vous le disiez, c'est peut-être la première fois qu'on a un exemple un peu concret, un peu tangible, un peu appliqué. Qui ne soit pas juste une note de broker partant d'hypothèses, de spéculations, etc. Mais qui vient valider sans doute un élément, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un impact concret sur l'activité des entreprises, en positif et parfois en négatif. Bon. Téléperformance a communiqué au cours de la séance, le titre a été réservé à la baisse, suspendu, je crois ça perdait 25%, etc. Ils ont sans doute très bien fait de communiquer, c'est ce que rappelait Pauline tout à l'heure, en disant que l'activité du groupe Téléperformance, il fallait pas tirer des conclusions définitives de la communication d'une société. Il cite pas Klarna en l'occurrence, mais tout le monde sait que c'est Klarna. À ce stade, on est sur un mois. Et le cours de bourse a un peu remonté, enfin il termine en baisse, mais on est plus à moins 20. À ce stade, on est sur une expérience d'un mois. Mais la bourse a tendance à anticiper. Et donc, ce que l'achète la bourse, c'est pas l'activité 2024. Non. C'est comment le groupe, quelle sera la physionomie du groupe d'ici à 2027 ou 2030. Bon, c'est un peu grandeur et décadence. C'est sûr qu'il y a des aspects très positifs et le marché a sans doute envie de se concentrer fortement sur les aspects positifs générés par les développements IA. Et puis, encore une fois, Téléperf nous rappelle qu'il n'y a pas que du positif, peut-être, en tout cas sur le plan boursier, même sur le plan opérationnel pour un certain nombre de groupes et d'industries de services. Oui, mais ça met aussi l'accent sur les points positifs, justement. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en soi, pour beaucoup, c'est quelque chose d'assez abstrait. Et on voit peu en fait d'efficience impactée pour les entreprises, c'est-à-dire les effets réels de toute cette intelligence artificielle qu'on nous promet tant, qu'on valorise aujourd'hui et sur lequel beaucoup investissent. Donc en termes d'investissement pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on voit les premiers effets et les premières concrétisations réelles. Donc ça veut dire quoi ? Ça nous enseigne que c'est un secteur sur lequel on doit être présent, parce qu'il faut participer à ces évolutions, parce qu'elles ont des impacts réels et économiques au niveau des entreprises. Donc évidemment, on va avoir des gagnants et des perdants, mais il va aussi y avoir des gagnants. Là aussi, il faut regarder le verre aussi à moitié plein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe autour de Nvidia aux États-Unis. Oui, les gagnants sur la tech, ils sont souvent américains, ils sont souvent cotés au Nasdaq. C'est une réalité. Les sociétés de software qui sont très présentes dans les développements, dans le codage justement de toutes ces systèmes qui vont permettre de gagner en efficience pour les entreprises, ils sont souvent là-bas. Donc ça nous oblige à se diriger vers des entreprises qui sont plutôt là-bas. Ça, c'est eux qui vont fournir à la fois les puces, Nvidia, et les services associés, en tout cas les plateformes logicielles associées. Après, il y a tout ce que ça va générer comme impact dans des entreprises qui vont se servir de ces outils. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir plein d'applicatifs.
Là, on a un premier applicatif, mais il y en a des tonnes qui sont en train de voir le jour, parce qu'on a la face émergée, qui est aujourd'hui le chat GPT et compagnie. Mais la réalité, c'est que le codage qui est en train d'être fait par beaucoup sur justement ces systèmes intelligents vont impacter énormément de secteurs d'activité qui vont aller de la construction jusqu'aux services les plus technologiques, les plus importants dans les gestions des bases de données. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement large en termes de panels et on commence à en toucher juste les premières ébauches. Donc c'est pour ça qu'il est très très important pour l'investisseur aujourd'hui de regarder ça très sérieusement et d'investir. Alors on peut évidemment aller sur les grands leaders que sont Nvidia, mais on peut aller aussi s'intéresser sur le secteur de la tech, évidemment plus au sens large. Il y a quelque chose de plus large et de plus profond que de simplement savoir si Nvidia est cher, trop cher, pas assez cher, etc. Exactement, exactement. Mais tant que moi j'ai plutôt tendance à penser que tant que les valeurs sont chères, il faut quand même aussi rester dessus, savoir tenir des positions. On peut les travailler, c'est-à-dire vendre une partie de sa position, la racheter quand elle est un peu moins chère, mais garder un socle, c'est important parce qu'il faut participer encore une fois à cet essor qui est une réalité. On en touche les premières choses aujourd'hui. Autre exemple, on en parlera demain, c'est dans le secteur de la santé. On m'explique que sur le développement de molécules, le go-to-market peut être réduit de plusieurs années, qu'en cancéro, il y a déjà des boîtes qui sont capables de délivrer des molécules en 4-5 ans, là où il fallait 10 ans peut-être, sans la puissance de calcul apportée aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Alors Stéphane, vous n'avez pas encore réagi, et puis on continue le tour de table, le sujet est passionnant. Non, sur l'IA, sur ce que les réactions de marché qui sont ou dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent être très très fortes, et puis sur le côté, s'il faut s'interroger sur l'idée d'une bulle, partant de Nvidia, comment est-ce que les choses se diffusent, quels sont les secteurs les plus corrélés aujourd'hui, j'allais dire, à la dictature imposée par Nvidia sur les marchés, et est-ce qu'il y a des segments qui sont déjà peut-être même un peu trop chauds pour vous en tant qu'investisseur? Alors on parle beaucoup des Magnificent Sept. Alors en anglais, ça s'appelle les Magnificent Seven. Je vous rappelle que c'est un film qui était les 7 mercenaires en français. Il y a 3 ou 4 mercenaires qui meurent avant la fin du film, je rappelle. Donc il faut faire un petit peu attention. Et si vous regardez la perf des 7 magnifiques depuis le début de l'année, Nvidia, c'est très bien. Alors nous, on est actionnaires, on est ravis. Il y en a 2 ou 3 autres qui ont un petit peu... Tesla a décroché, Apple a décroché, Amazon ne fait pas grand-chose. Pardon, et Google est négatif aussi, year to date. Oui, c'est ça. Donc il reste Nvidia et Microsoft, quoi. Oui, donc il faut faire attention. Et en termes de valorisation, on en parlait avant le plateau. Nvidia, ça se paye 25 fois les résultats de l'année prochaine. Je rappelle que L'Oréal, c'est 30 fois. Donc j'ai du mal à appeler ça une bulle spéculative. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement... on a un problème à moyen terme sur Nvidia. Je rappelle qu'ils ont des marges brutes à 75%, 76% même. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, ça paraît colossal, le secteur où les marges brutes sont très très élevées, c'est le luxe. Et le champion hors catégorie, c'est Hermès, qui est autour de 65 à 70%. Nvidia, c'est 76%. Donc c'est monstrueux. Ça ne peut pas durer les siècles et les siècles. À un moment donné, forcément, ça va se calmer. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de bulle spéculative. Il y a un double bémol, je pense. Un, c'est que dans certains secteurs, par contre, périphériques à l'IA, en particulier sur la sécurité, on commence à avoir des boîtes qui se traitent à 80-90 fois les earnings. Là, honnêtement, nous, on en avait un portefeuille, on a commencé à les sortir parce que... C'était allé vite et fort, quoi. Voilà, c'est allé peut-être un peu trop vite, un peu trop fort. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas positionnés complètement sur l'IA parce que c'est allé très vite. Donc dire que Nvidia n'est pas une bulle maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une bulle dans 6 mois ou dans 1 an. Donc je pense qu'il faut regarder, mais les perspectives sont, pour moi, très très bonnes encore. Mais c'est intéressant. Vous dites le PE de Nvidia, c'est 25. C'est moins que L'Oréal, c'est moins qu'Hermès, etc. Mais ça veut dire que malgré des résultats stratosphériques, et je ne redonne plus, c'est les IPS multipliés par, 4, 5 sur 1 an, la marge brute qui passe de 66 à 76% en 1 an, etc. Bref, tout ça est spectaculaire, bien sûr.
mais ça veut dire que le marché considère que ça vaut toujours 25 de PE, que ça vaut pas plus. Alors, c'est bien 25, c'est riche, c'est plus que la moyenne du marché américain, mais encore une fois, c'est pas, y a pas l'idée que ça va devenir une franchise comme Hermès qui peut se permettre de se payer 40 de PE, quoi. C'est cher, mais c'est pas du tout déraisonnable, c'est pas du tout de l'euphorie. Ce qui est intéressant sur Nvidia, c'est quand nous on est rentré sur le titre, on nous disait 2023-2024, c'est le pic parce que tout le monde va acheter des puces pour générer de l'IA. Une fois qu'ils sont équipés, c'est fini. Maintenant, on me dit c'est 2024-2025. Moi, je demande à voir la vitesse à laquelle ça va. C'est simplement une course à l'armement. Donc, le 2024-2025, ça va devenir 2025-2026. Donc, c'est aussi pour ça qu'on... Puis, il faut renouveler le GPU, moi, ce qu'on m'a expliqué. Au bout de 4-5 ans, il faut renouveler. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Nvidia est en train de générer une activité de service périphérique qui a un relais de croissance. Je vais vous donner un exemple. Il y a un problème en informatique qui est abominablement compliqué. On n'a pas de solution. C'est le problème du voyageur de commerce. Donc vous avez 20 villes où vous dépassez. Il faut trouver le meilleur chemin. Voilà, d'accord. Le plus efficace, quoi. On n'a pas d'algorithme qui trouve la meilleure solution. Donc ça se fait par... bon, bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en fait, ils sont en train de développer des algorithmes qui optimisent ce genre de choses et qui vont revendre à Amazon, donc c'est plus juste du hard. Et donc, c'est plus juste du hardware. Exactement. Du hard tech. C'est plus du hard, c'est du hard et du soft. Et on verra. Peut-être que c'est pas suffisant pour faire un relais de croissance important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant. C'est un peu comme les baisses de taux de la Fed. C'est dans 3 mois, sauf que c'est toujours dans 3 mois et puis on n'arrête pas de les repousser. Et là, le pic sur Nvidia, c'est un peu la même chose. C'est toujours pour l'année prochaine, sauf que on le repousse. Oui, et puis dit Jensen Huang, 40% de mes facturations, c'est encore les GAFA, mais attention, il y en a d'autres qui arrivent. Services financiers, healthcare, automobile, et là, ils dépensent déjà des milliards pour se dans la en puissance santé, de calcul. Rejoins, il y a des possibilités. Je veux pas prendre trop de temps, mais il y a une application, par exemple, qui est extraordinaire. C'est Apple qui a présenté ça il n'y a pas longtemps dans un séminaire, avec les lunettes Apple. Vous pouvez regarder la pupille de l'utilisateur et vous détectez une crise cardiaque à l'avance. Ça marche comment ? C'est de la reconnaissance de Quand vous avez une crise cardiaque, en fait, vous avez un problème de pression sanguine. Et donc, et on est capable de le détecter à travers les... Voilà, vous allez sauver des vies avec ce genre de choses. C'est extraordinaire ce qui se passe. Donc je pense que Nvidia, c'est pas forcément fini. On verra. Vos commentaires, Gilles. Vous avez pu réagir plusieurs fois là. Non, plusieurs fois. Non, mais sur Nvidia, c'est vrai que ça paraît pas très cher. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se paye 25 fois l'an prochain sur des estimations d'une marge brute qui tient et d'un chiffre d'affaires qui va encore doubler. Certes. Et donc, on a quand même des attentes qui sont relativement élevées pour un secteur où, sur une société pour laquelle on avait un producteur, si on schématise un peu et qu'on caricature, qui faisait des puces. Et les puces, c'est plutôt un business qui fait 40% de marge brute plutôt que 75%. Et donc, effectivement, ils ont bénéficié, ou ils ont eu la capacité de monter les prix parce qu'il y a eu un besoin soudain pour une urgence pour cette intelligence artificielle. Et on voit les seuls disponibles. Mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de concurrents qui sont en train de s'équiper. Et si je fais un parallèle qui sera pas bon... les GPU se revendent déjà sur le marché secondaire. Voilà, mais il y en a qui rachètent du GPU sur le secondaire. Si je fais un parallèle et qui sera pas tout à fait bon parce qu'on peut pas le transposer comme ça, mais si on se remet il y a 2 ans en arrière, on nous expliquait que le prix du gaz devait s'envoler parce qu'on n'aurait pas suffisamment de stockage et que on allait avoir un vrai problème sur le gaz. On a réagi, comme on n'avait plus de gaz, on a développé énormément de stockage de gaz en très peu de temps. Au bout de 2 ans, on nous explique que le prix du gaz va retourner là où il était avant. On s'adapte toujours plus vite que ce qu'on imagine, oui. Voilà. Donc, oui, il y a une croissance en volume à venir pour Nvidia qui est, je veux dire, certaine. Là où il faudrait être un tout petit peu plus méfiant peut-être, c'est à savoir à partir de quel moment la concurrence va arriver. C'est ça. Et suivant le moment où suivre la concurrence qu'il faut. On va voir arriver la concurrence. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir de la pression sur la marge brute et donc sur la marge et donc sur un ralentissement de la croissance des résultats. Après, s'ils arrivent à pivoter en termes de business model, créer une espèce de plateforme de services et de solutions, là on change de dimension. Voilà. C'est un autre statut encore qui attend demain peut-être Nvidia, comme passer de l'iPhone au service chez Apple. Mais voilà, et donc le marché aujourd'hui, il est prêt à acheter 25 fois 2025 parce que c'est relativement proche et que c'est relativement visible.
Là où on a une question, c'est quand on va vouloir tendre les temps. Parce que là, effectivement, il y a un peu plus de questions qui se posent. Et sur la question que vous posiez sur à qui ça peut profiter, l'intelligence artificielle, on le voit, ça va révolutionner un certain nombre d'industries. Mais en réalité, il y a quand même des prérequis pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en réalité ? C'est l'exploitation des données. Bien sûr. Pour faire de l'exploitation des données, il faut commencer par les structurer, les organiser. Il faut des datasets. Ouais. Et donc pour ça, c'est un travail phénoménal de structuration. Donc soit vous partez d'une feuille blanche et vous avez un avantage au nouvel entrant dans une industrie qui va partir. Alors, il a un avantage parce qu'il va avoir un dataset qui va être propre, donc une base de données qui va être propre. Mais en réalité, il va avoir un gros inconvénient, c'est qu'il n'aura pas l'historique de données. Ouais. Et donc, on va avoir un combat entre les nouveaux entrants qui vont arriver avec une base de données qui va être propre, bien organisée, et des acteurs historiques qui sont en train de se structurer, qui vont avoir besoin des Capgemini de ce monde. Donc, à qui ça va profiter ? Aux Capgemini de ce monde et à toutes ces sociétés-là, qui vont arriver et proposer leurs conseils pour structurer ces bases de données, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite faire des efficiences. Bon, on verra. Apple, qui est peut-être un peu en décalage par rapport à cette course, nous dit, bon, j'arrête la voiture, je vais tout mettre sur l'IA maintenant. Je passe de l'Apple Car à l'Apple Care. Et eux, en termes de collecte et de base de données, ils savent un peu de quoi ils savent de quoi ils parlent et ils savent de quoi on est fait, en l'occurrence. C'est super intéressant parce que ces sociétés-là sont aussi toujours capables d'innover, d'évoluer, et c'est ça qui rend aujourd'hui encore notre métier extrêmement intéressant. C'est que Apple peut dépenser des milliards pendant 10 ans sur un projet en se disant to the moon, on va sortir une voiture, on sera devant Tesla, etc. Et s'apercevoir finalement que ça ne va pas le faire, plier le dossier, et je veux dire, financièrement, c'est zéro impact, quoi. Parce que justement, le reste a permis de financer. C'est tout l'enjeu de l'investissement et de garder les montants d'investissement dans lesquels on s'était engagé à avoir. Mais quand on revient juste un dernier mot sur Nvidia, Nvidia, il y a 3 ans, nous expliquait que c'était 4 ou 5 ans, nous expliquait que c'était des cartes graphiques. Ouais. Ensuite, on nous a dit que ça a été le Bitcoin qui nous a fait monter le mining. Aujourd'hui, c'est les bases de l'intelligence. Mining, Metaverse, ils ont tout fait. Je crois qu'ils sont passés toutes les modes. Ils ont suivi toutes les modes, quoi. C'est génial. Et ça, c'est aussi le propre de sociétés qui savent s'adapter à leur environnement, évoluer et qui ont une capacité à épouser quelque part la demande d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est des managements qu'il faut saluer parce que justement, on voit souvent les entreprises, il y a souvent des leaders, des grands leaders qui arrivent à piloter ce genre d'animaux, qui sont les grandes sociétés, et il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est dans le cas d'une entreprise qui a su pivoter sur les 5 dernières années d'une façon magnifique. Donc voilà, un petit mot pour... Oui, Jensen Huang, il faut bien se mettre ce nom en tête. Évidemment, c'est déjà une star. Nvidia est une franchise qui est connue depuis des années de tous les gamers de la planète, ou en tout cas tous ceux qui ont des amis qui jouent aux jeux vidéo. Tout le monde sait ce que c'est que Nvidia, c'est flagué sur les laptops, sur les écrans d'ordinateur, etc. Donc la franchise, elle existe déjà. Elle prend une nouvelle dimension, et Jensen Huang devient peut-être plus important que Jérôme Powell. C'était Non, mais si, c'est sous forme de provocation, mais ça stimule un peu le débat. C'est-à-dire, quand on voit la perf du marché de Nvidia, complètement décorrélé de ce qui se passe sur les marchés obligataires, le marché a effacé 3-4 baisses de taux comme ça en quelques semaines. Petite correction sur le marché obligataire, même si on reste dans des niveaux de taux qui sont connus aujourd'hui. Et sur le marché action, je veux dire, ça n'a défrisé personne. Oui, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces baisses de taux ? Et la réponse, c'est tout simple, c'est que le consensus était un petit peu trop bas. Enfin, honnêtement, j'ai un petit peu du mal à comprendre le consensus à la fin de l'année dernière. On est passé sur les prévisions de croissance aux États-Unis de 1,2% grosso modo en octobre-novembre, à 2 maintenant. Donc forcément, si vous avez autant de croissance, vous repoussez les baisses de taux, parce que vous n'avez pas besoin de baisse de taux, mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour l'économie, et donc pour les bénéfices, et donc pour les entreprises. Et on est sur la saison des résultats du 4e trimestre, là, qui est plutôt pas mal du tout aux États-Unis. Et une fois de plus, alors c'est assez marrant, parce que j'étais venu il y a quelques mois en disant les marges des entreprises vont tenir. On m'a dit non, tu es fou. Bon, vous regardez. Chaque trimestre, c'est la même histoire. Hein. Eh ben ouais, depuis 2 ans, au moins depuis 2 ans. On me dit mais non, n'importe quoi, etc. Non, vous regardez. Alors, ce qui est intéressant, le S&P, mais aussi l'Eurostock, les surprises sur les chiffres d'affaires sont marginaux. Ouais, c'est du 0 plus, 0 moins. Ouais.
Par contre, sur les EPS, il y a des très grosses surprises. On est à plus 7% de surprise sur l'Eurostock pour l'instant. Mais ça veut dire quoi? Il y a une vraie détente sur les coûts, malgré la hausse des salaires. Il y a une vraie détente sur la base de coûts des entreprises. Il y a eu des gains d'efficacité déjà, liés peut-être, j'en sais rien, à des gains de productivité ou autres. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une croissance qui est plus forte qu'attendue. Ça, oui. Donc forcément, ça aide. Et je pense sincèrement que les entreprises ont fait un travail extraordinaire en termes de réduction de leurs coûts. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises ont besoin de beaucoup, beaucoup moins de croissance économique pour générer de la croissance de bénéfices et pour générer de la marge. C'est-à-dire que quand vous regardez... alors, je ne vais pas vous embêter avec la cuisine économétrique. Si, mais c'est intéressant. C'est quand vous faites des modèles glissants... il y a 20 ans, vous disiez il me faut beaucoup de croissance pour gagner de l'argent. Là, il y a 10 ans, il me fallait un peu de croissance. Là, il ne faut quasiment plus rien, quoi. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors, est-ce que ça va durer indéfiniment? C'est la même question que pour Nvidia, on ne sait pas. Mais il y a vraiment quelque chose d'impressionnant qui s'est passé. Et donc, si je repousse mes hausses de taux... parce que tout va très bien, madame la marquise, écoutez... je dis juste que l'état d'esprit de la fin du troisième trimestre l'an dernier était justement un peu différent. C'est-à-dire quand on a vu la croissance américaine réaccélérer à ce point-là, sortie du Q3, le taux 10 ans, le taux réel s'envolait, on revenait à 5% sur le 10 ans, et là, pour le marché action, c'était pas une très jolie histoire. Oui. Et pourtant, c'était bien de la croissance, et de la croissance nominale. Oui, mais si vous vous souvenez, en octobre ou novembre, il y avait encore l'idée qu'on allait avoir une crise, qu'on allait avoir... Il y avait ce débat hard landing, soft landing. Je comprends. Là, honnêtement, le débat hard landing, soft landing, je ne vais pas dire qu'il a du plomb dans l'aile, mais il a complètement disparu. Quand on regarde les marchés et qu'on veut valoriser les marchés, en fait, on prend, si on caricature encore une fois, deux éléments. On regarde le multiple de valorisation et les résultats attendus. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, oui, la baisse des taux qui se matérialise pas, ça empêche une revalorisation du multiple de valorisation. Et donc, on va avoir un multiple de valorisation qui, peut-être, va pas baisser, quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, on a des earnings, on a des résultats qui vont être en réalité plus importants. Et donc, il faut retrouver cet équilibre. Et en fait, donc, cette augmentation du multiple de valorisation qui va pas se faire à cause de... En fait, il va être compensé. Cette baisse du multiple de valorisation, en fait, elle va être compensée par cette croissance d'earnings. Et quand on revient sur la croissance d'earnings, sur effectivement la bonne qualité... Après, on révise un peu à la baisse en Europe quand même, là. Alors, en fait, on voit des choses différentes suivant les secteurs. Mais quand on regarde quand même, et c'est ce qu'a expliqué une partie de la hausse et des variations sur les publications, c'est que là où on a eu des très bonnes surprises quasiment systématiquement, c'était un peu sur les marges, mais c'était sur les générations de cash. Ce qu'on a vu, c'était la multiplication des annonces de plans de rachat d'actions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a eu, et on l'avait oublié quelque part, des entreprises qui avaient fait monter leurs besoins en fonds de roulement avec les disruptions sur les chaînes d'approvisionnement, avec l'augmentation des coûts de logistique. Aujourd'hui, on commence à retrouver des puces, alors pas des GPU, mais on retrouve des puces normales, on retrouve des semi-conducteurs, on a plus de tension dans la logistique, et donc en fait, elles ont été en mesure d'abaisser fortement les stocks. Quand vous baissez vos stocks, quelque part, vous baissez vos coûts, et donc vous générez non seulement plus de résultats, mais vous générez surtout plus de cash flow. Et donc ça a été la vraie bonne surprise, que ce soit de Michelin. Je veux dire, qui aurait imaginé que Stellantis puisse faire 3 milliards de buyback? Je veux dire, c'est juste un chiffre. Je veux dire, moi, vous m'aviez demandé il y a 3 ans, avant la fusion avec Stellantis, je vous aurais dit, c'est une boîte qui doit bientôt disparaître. Mais, donc c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce qu'on met en face de la tech? C'est-à-dire dans un portefeuille action, enfin je veux dire, la tech c'est bien, mais est-ce qu'on a envie, je sais pas, de se couvrir ou en tout cas d'aller regarder, quand même de chercher de la valeur en se disant, je sais pas, s'il y a un pain sur une des 7 magnifiques, et ça peut arriver, vous le disiez, Apple n'a pas une très belle tête, etc., etc. S'il y a un gros pain, encore une fois, même un -20 sur Nvidia, c'est rien par rapport au parcours, mais ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a envie d'avoir en face. C'est ça qui est... On a aujourd'hui pléthore pour l'investisseur de choix d'investissement. On a à la fois d'autres classes d'actifs,
parce que l'obligataire ne fait rien depuis le début de l'année, si on regarde, avec les taux qui se tiennent et voire qui montent un peu. Ça a corrigé un peu, oui. Résultat, on a même ceux qui aimaient l'obligataire en fin d'année dernière, il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas l'obligataire à nouveau aujourd'hui. Classe d'actifs qui reste encore intéressante pour l'investisseur. Donc ça, c'en est une. Après, si on veut continuer à faire de l'action et qu'on recherche des thématiques d'investissement, en effet, on peut commencer à alléger peut-être un peu ces valeurs qui ont eu des parcours boursiers exceptionnels pour les diversifier. On peut quand même garder de la tech parce qu'il y a d'autres choses que les Magnificent Seven. Il y a plein d'autres valeurs dans la tech, dans les logiciels, dans le software. Non, mais hors de question d'abandonner la tech, c'est pas du tout le sujet. D'autres sujets. Vous regardez le secteur de la santé, rien depuis des années. Un retard monstrueux. Et pourtant, c'est un secteur qui s'est normalisé post-Covid. Ça y est, c'est fini. Ouais. Nettoyage, tous les effets, coup de fouet à la hausse, coup de fouet à la baisse, c'est nettoyé là. Exactement. Ils ont leur Nvidia avec Microsoft, et Lilly, et Lilly et Nvidia. Ouais. On voit ce que juste une petite phase 2 qui marche bien dans la thématique peut donner comme renouveau sur la thématique immédiate. Donc on voit, c'était Viking hier. Ça a doublé. Donc clairement, c'est un secteur qu'il faut continuer à regarder et qui pour le coup est investissable pour celui qui cherche des valorisations relativement modestes. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Vous regardez, les small caps, un jour ça viendra. Le jour où Madame Lagarde voudra gentiment briller et baisser ses taux, il y aura du flux qui reviendra sur cette thématique. L'élastique, il est extrêmement tendu, il va se détendre. Regardez les résultats ce matin, Interparfums, ça fait partie du small et mid cap. C'est extrêmement bon. Donc clairement, il y a du potentiel de valorisation sur ces secteurs-là. Donc pour l'investisseur qui ne regarde pas à la semaine ce que va faire Nvidia, clairement, il y a plein d'autres secteurs qui sont investissables aujourd'hui et ça vaut le coup de rester investi parce que quoi qu'on en dise, vous pouvez même faire du cash à 4%, vous pouvez faire de l'obligataire qui a des rendements, entre l'investment grade et le high yield, si on fait une moyenne, on est autour de 5,5, 6, sur des maturités assez courtes. On peut continuer à faire de l'action parce qu'il y a des valorisations qui sont intéressantes et je ne vous cache pas qu'en plus avec ces entreprises qui sont extrêmement bien gérées, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le signe d'entreprises très bien gérées. Si elles font autant de free cash flow, c'est parce qu'aujourd'hui et qu'elles peuvent annoncer des rachats d'actions, elles sont très bien gérées. Donc ça veut dire qu'il va y avoir bonne distribution de dividendes, souvent entre les mois de avril, mai, juin. Donc voilà, c'est une thématique, la thématique du dividende aussi qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir jouer aujourd'hui dans les portefeuilles. Donc ça milite en tout cas pour rester investi et ajuster son risque avec plus d'obligataires si on est plus défensif, oui, bien sûr, ou plus d'actions et être vraiment investi en actions si on est prêt à subir un peu de volatilité. Est-ce que, Stéphane, je vous passe la parole dans un instant, je vais revenir avec Gilles. Est-ce que la diversification, ça paye, effectivement, et comment on a envie d'être diversifié? Alors, en dehors des 7 magnifiques aux États-Unis, ou chez nous en Europe, c'est les granolas. C'était Goldman Sachs 2020 qui avait identifié 11 grandes valeurs européennes, remises au goût du jour, parce que c'est vrai que quand on relève les compteurs 2 ans après, effectivement, les granolas, je les cite, GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Quand on fait les performances ajustées depuis 2021, c'est un groupe de valeurs qui fait aussi bien, voire mieux, que les 7 magnifiques. Alors, non seulement ça fait aussi bien, voire mieux, c'est plus diversifié. Ça se paye 16 fois les résultats de l'année prochaine contre 25 fois pour les 7 magnifiques. Et ça a effectivement ajusté de la volatilité. Ouais. Ça a une meilleure performance. Donc, effectivement... la bonne nouvelle, c'est que l'Europe n'est pas morte et qu'il y a des choses à faire. Mais même en regardant dans le passé, on se dit que c'était intéressant de se diversifier en Europe. Et c'est intéressant. Et je pense que la diversification, on n'en voit pas forcément le bénéfice instantané, mais on ne peut pas... je pense que c'est le bénéfice de la diversification, il se voit sur la durée. Ouais. Et donc aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire, oui, si j'avais eu un seul titre dans mon portefeuille qui était Novo Nordisk ou Nvidia, j'aurais fait beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est des calculs qui sont quand même des calculs à courte vue. Je pense qu'il y a toujours un bénéfice à la diversification. Ou alors, ça s'appelait Warren Buffett, quoi. Voilà. Non, mais il est diversifié dans son portefeuille. Il est quand même diversifié dans son portefeuille. Mais à part Coca, Amex et Apple, oui, il a mis 5 trading houses japonaises, quoi, effectivement, depuis 2 ans, quoi. D'accord. Mais non, mais bon. Du coup, il y a quand même une certaine... Voilà, aujourd'hui, si on veut aller chercher de la diversification, j'irai chercher de la diversification et peut-être de la décorrélation. Un sujet dont on ne parle pas, dont on parle assez peu, et c'est la pire performance, je crois, depuis le début de l'année, et même depuis maintenant 18 mois, qui était un sujet qui était très à la mode il y a 2 ans.
on parle d'intelligence artificielle. On parle d'intelligence, ça veut dire un besoin de data center énorme. Ah oui. Les data centers vont avoir une consommation électrique, vont représenter, et donc en émissions de CO2, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi, qui vont représenter plus que les compagnies aériennes dans les prochaines années. Ouais. Donc la thématique de la transition énergétique qu'on a complètement passée sous silence, qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, elle a été jetée aux orties. Quand on prend les Neoen et autres, Acciona et EDPR, ça vaut plus rien. Parce que les prix de l'électricité... On n'a pas encore bien en tête la consommation d'un data center à 30 000 GPU comme celui qui fait tourner ChatGPT. Donc ça veut dire qu'on va avoir de la montée de consommation électrique. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est qu'on dit que les prix de l'électricité ont baissé à court terme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, quand on va construire tous ces renouveaux de besoins d'électricité, ça va générer. Donc aujourd'hui, je pense que continuer à accumuler dans son portefeuille des valeurs de génération, si possible, sans émission de CO2, et des valeurs de réseau qui valent rien parce qu'elles ont bougé sur les taux. Ouais. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'aurez rien de tout ça. On ne pourra pas faire tourner les GPU. Ah bah c'est sûr, donc, si on se met à consommer de l'IA comme des malades, en plus des trajectoires qui étaient déjà devant nous en matière de consommation et d'émissions... Cette semaine, on a eu les résultats d'Iberdrola. C'est une boîte qui, sur 2 ans, fait rien, mais ils ont quand même cru leurs résultats de 12% l'an dernier, de 10% l'année d'avant, et ça rend du 5% par an. Donc, effectivement, on n'est pas sur les performances, de Nvidia, je vous l'accorde. Non, mais dès qu'on aura pris un peu de recul par rapport à l'obsession Nvidia IA, vous dites qu'il y a quand même un champ d'investissement qui doit retrouver de la valeur. Un secteur qui a bien fonctionné en 2023 et en 2022, et on se dit, bon, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, c'est les bancaires. Mais si l'économie va beaucoup mieux, les bancaires, elles traitent encore proche de leur plus bas historique. Aux actionnaires, c'est 100 milliards de résultats pour les banques européennes, 120 milliards de retours aux actionnaires. Voilà. Du coup, les bancaires, si on est effectivement dans une économie qui va mieux, il y a peut-être encore de la place pour performer. Et si on n'a pas de surprise majeure sur le développement économique, je ne serais pas surpris de voir les banques en fin d'année parmi les meilleurs performeurs de l'année. Comment on se diversifie quand on a un terrain de jeu global comme vous, par exemple, Stéphane ? Alors, nous, on commence à effectivement alléger les positions sur tout ce qui est tech, parce que ça a très très bien marché, on a bien gagné notre vie. Mais c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure à Nvidia, c'est peu probable que ça double de nouveau dans l'année qui vient. Enfin, si ça double, là, ce sera une bulle, et là, il faudra partir en courant. Donc, il faut trouver d'autres relais de croissance. Et une des thématiques, c'est ce dont vous parliez, c'est le cash, c'est très important. Donc, sur les banques, nous, on est actionnaire, par exemple, du Crédit, c'est une très belle histoire. Ils ont trop de capital, ils ont des bénéfices qui sont très élevés, ils vont rendre le cash à l'actionnaire et vous vous retrouvez avec une rentabilité qui est proche des 10%. Donc ça, je pense que c'est une thématique importante. Et alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais la dernière thématique pour nous, c'est la Chine. On y est depuis un petit moment. Ça marche pas mal du tout quand on fait du stock picking. Ouais. Il y a une valeur, par exemple, qui s'appelle Pindodo, qui est l'actionnaire bien sûr. Nous, bien vous connaissez peut-être. Bon, nous, quand on a lancé le fonds, ça coûtait $70. Là, ça coûte $140. Ouais. Pas mal. C'est une des rares BATX. Elle n'est pas dans les BATX. C'est une des rares parce que Baba, c'est pas la même histoire. Là. Oui, mais Baba, alors là aussi, on est actionnaire. Baba, c'est à peu près 200 milliards de capitalisation, avec au moins 50 milliards de cash. Ouais. Un free cash flow historique, génération de free cash flow historique. Et vous avez un PE à moins de 10. Et voilà. Donc, il y a un moment, si vous voulez, nous, on continue à le porter. Ça paye un peu quand même, là, oui. Enfin, au-delà du picking, le marché commence à il y a un plancher, là, sur le marché action chinois. Je pense que... Alors, il faut surtout pas faire, à mon avis, un ETF sur le marché chinois. Ah. Par contre... Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que le marché a pénalisé la Chine pour de très bonnes raisons. Il y a un ralentissement de la croissance, la gouvernance. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la connaissez par cœur. Mais comme d'habitude, le marché a pris la bonne thématique et l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais. Et il a pénalisé aussi des entreprises qui vont bien, voire très, très bien. Si vous voulez, en Chine, il y a des parties qui vont mal. Ouais. On le sait. C'est rabâché depuis des mois, c'est l'immobilier, et donc les financières, les bancaires, ça, d'accord, on sait, on met ça de côté, mais de l'autre côté, vous avez des valeurs de technologie, vous avez des valeurs de conso qui marchent très très bien. Temu, c'est incroyable.
Enfin, c'est fantastique. Je ne sais pas dans l'histoire si on a vu une franchise de retail, de distribution se développer à ce niveau-là et à cette vitesse-là. C'est plus gros que H&M et Zara sur le marché américain, quoi. Oui. Et puis Shein va aller en bourse. Et alors pour l'instant, Temu n'a pas de free cash flow parce qu'ils réinvestissent tout en publicité. Alors moi, j'ai essayé, comme je suis actionnaire, j'ai commandé des petites cuillères. Si vous voulez tout savoir, vous recevez 3-4 mails par jour après de pub. C'est extraordinaire, leur truc. Pour savoir si vous en voulez encore, alors je vous ai livré 150 petites cuillères, monsieur Déo, et vous en prendrez bien encore 150. Non, à 50 centimes, ça coûte rien. Donc vous fermez la porte, il rentre par la fenêtre. Et donc, ils sont en train d'investir. Donc pour l'instant, c'est pas profitable. Et le jour où ils ont une part de marché qui est suffisante et où ils arrêtent de faire autant de pubs, le truc, ça part très très vite, en fait. Bon, dernier mot quand même sur les indices au sommet. Je ne sais pas, Aymeric, d'un point de vue indiciel, j'entends. En stock picking, il y a toujours des choses à faire, mais d'un point de vue indiciel, je ne sais pas, est-ce que c'est un moment pour s'interroger quand même sur l'espérance qu'on peut avoir encore du point de vue indiciel sur cette année 2024 ? En fait, on s'aperçoit que les niveaux d'indices, vu la création, la façon dont sont constitués les indices, ça, c'est pas forcément si important que ça, de se dire est-ce que 8000 est un point si important. C'est plus pour donner un caractère au marché, savoir si on trouve que le marché est très élevé ou pas. C'est vrai qu'il faut aussi, à des moments donnés, savoir trouver, dans le stock picking, on peut le trouver, des valeurs qui peuvent nous hedger et qui peuvent nous protéger par rapport au marché. Et souvent, on a peu parlé là ce soir de risques. Il y a plein de risques géopolitiques. Et nous, dans les secteurs qu'on aime et qu'on continue d'avoir dans les portefeuilles, c'est le secteur des matières premières, du pétrole particulièrement, qui est notre meilleur hedge finalement par rapport à la géopolitique mondiale. Donc on continue d'avoir des choses comme ça qui donnent du rendement et puis qui nous permettent de, au cas où, être rémunéré en attendant. C'est un risk management de son portefeuille. Sur la situation indicielle, Gilles, tout est au plus haut, enfin dans les développés en tout cas. Alors, ouais. Même le Japon. C'est quelque chose qu'on a tendance à pas trop vouloir regarder complètement les indices parce que c'est pas comme ça qu'on appréhende les sociétés. Un thermomètre avec tous les défauts qu'il peut avoir. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a eu une telle évolution dans les acteurs de marché avec les CTA, les fonds indiciels, qu'en réalité, on a pu observer sur tous les marchés du monde une certaine concentration. Et donc, en réalité, quand vous parlez des indices, vous allez regarder, en réalité, moins d'une dizaine de valeurs à chaque fois. Ouais. Et c'est ces 10 valeurs qui vont faire bouger l'ensemble de l'indice. Bon, ça induit quand même un peu de méfiance, parce que ça veut dire que c'est ces valeurs-là qui ont concentré tous les flux, et qui, du coup, en cas de coup de vent, sont susceptibles d'être vendus. Ah ouais. Donc, nous, ça nous incite plutôt à essayer justement de chercher un peu de hedge, comme on le disait, dire voilà, il faut quand même aller chercher de la valeur en dehors de ces valeurs-là. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui restent intéressantes, il est trop tôt pour les vendre, c'est ce qu'on disait, il faut encore rester exposé sur certaines d'entre elles, mais je pense qu'il est important d'aller chercher de la valeur dehors, et on parlait tout à l'heure des small caps. Moi, je trouve ça très intéressant quand je vois que hier, EQT a annoncé avoir lancé un nouveau fonds de 22 milliards. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est comment ils vont le déployer. Ouais. Et là, il y a fort à parier que, effectivement, maintenant qu'on a eu des taux d'intérêt qui sont stabilisés, ils peuvent aller sans doute le redéployer sur les small caps, parce que c'est là où on va pouvoir faire sans doute des bonnes affaires. Un des géants du private equity européen, c'est un groupe scandinave suédois, si je ne dis pas de bêtises, qui a levé son plus gros flagship millésime ever, dédié notamment à l'investissement en Europe. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, AXA IM, Aymeric Didet, Pergam, Stéphane Déo, Eleva Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières avec Benjamin Louvet, expert et direction de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. La vue globale matières premières, si on prend un indice de référence calculé par Bloomberg Commodity Index, l'indice est au plus bas depuis fin 2021. Ouais. Pourquoi et quelles sont les matières premières spécifiques qui tirent cet indice vers le bas depuis plusieurs mois et trimestres maintenant? Alors c'est un peu toutes les matières premières. Je dirais que celle qui s'en sort presque le mieux, c'est le pétrole. Et le pétrole s'en sort presque le mieux parce qu'il y a un gendarme au milieu de tout ça,
qui met un peu d'ordre, qui est l'OPEP, et notamment l'Arabie Saoudite, qui a réduit sa production pour faire face à ce qui explique une partie de la baisse des autres matières premières, un ralentissement économique qu'on a pu connaître dans le domaine manufacturier, notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine, avec le ralentissement immobilier, et qui fait qu'on a eu un peu de ralentissement de la demande dans ce domaine-là. Ce ralentissement, il s'est vu notamment dans le domaine des métaux, et c'est là qu'on commence à avoir des marchés qui ont plutôt reculé. Et ce recul a été appuyé par deux choses. La première et la plus importante, c'est que la Chine est sortie de son Covid l'année dernière, et elle est sortie de ce Covid dans une situation un peu différente des pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas eu d'aide pour les ménages, pas eu d'aide pour les entreprises. Et donc, le secteur, je dirais, économique chinois a tourné au ralenti. Et quand on est sorti de la crise, une fois passé le bol d'air qui fait que les Chinois ont beaucoup consommé au mois d'avril de l'année dernière, on a eu des ISM qui étaient au plus haut depuis 2012, les consommateurs sont devenus beaucoup plus prudents. Et donc les entreprises sont devenues beaucoup plus prudentes et elles ont fonctionné avec des stocks. Elles ont apuré leurs stocks et donc elles n'ont pas été présentes du tout à la demande sur les marchés internationaux, ce qui a fait baisser les prix. Et pourtant, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, Grégoire, la demande de métaux l'année dernière, la demande finale a monté. Et elle a monté également 9%, non, c'était dans le reste du monde. 9% pour le cuivre en Chine, 4% au niveau mondial. Donc on avait pourtant de la demande, mais on a eu ce phénomène de déstockage chinois, de ralentissement économique qui a pesé. Et puis on a eu un autre élément sur certains métaux, notamment sur le nickel, c'est une montée en puissance de la production, notamment de l'Indonésie, qui ont beaucoup pesé sur le cours du nickel, qui est un des métaux qui a le plus corrigé l'année dernière. Et puis le dernier pan de la cote, je dirais, dans les métaux, dans les matières premières, pardon, ce sont les matières premières agricoles. Et là aussi, on a eu plutôt une année assez décevante. D'abord parce qu'on a eu des très bonnes récoltes, décevantes en termes de prix, des très bonnes récoltes aux États-Unis notamment, en Russie, où on a eu des énormes exports. On a eu le retour du blé et des céréales ukrainiennes également sur le marché, parce que le corridor, bon an, mal an, fonctionne à peu près correctement, ce qui a beaucoup pesé sur le cours du blé, sur le cours du maïs. Seule lueur d'espoir au milieu de tout ça, le cacao, qui lui est sur des records absolus. On a battu tous les records sur le cacao, parce qu'on a des problèmes de récolte, au contraire, dans les gros pays producteurs. Mais globalement, on a eu une année assez décevante pour les matières premières, liées à ce ralentissement économique, à l'apurement des stocks en Chine, mais il y a des lueurs d'espoir sur pas mal de domaines. Oui, parce que quand j'écoute les autres marchés, on a quand même des marchés à la fois obligataires et actions qui nous disent en fait non, la croissance est en train de réaccélérer, les taux ont corrigé à la hausse, les marchés actions achètent la croissance des entreprises et la croissance réalisée. Pour certains analystes, il y a même l'idée peut-être d'une réaccélération de l'économie américaine, d'un phénomène de no landing. Quand on regarde un peu dans le détail en Europe, ça va pas en Allemagne, ça va moyennement en France, mais toute la périphérie est en train de réaccélérer. On sent que le phénomène de déstockage est peut-être passé, les productions manufacturières industrielles se stabilisent, voire donnent des signaux un peu plus positifs. Je suis étonné de ne pas le voir vite et maintenant dans le compartiment des matières premières, qui est quand même des marchés, vous le savez mieux que moi, où ça peut bouger très vite, très fort, en anticipation de phénomènes macro importants. Alors on est quand même sur une période un peu particulière. On sort du Nouvel An chinois, qui est quand même un gros consommateur de matières premières, et donc le marché est en train de se rouvrir progressivement. C'était fermé jusqu'au 24 février, donc là on re-rentre dans une période plus active, et ça devrait commencer à se voir dans les cours. Mais je vous rappelle une chose, le syndrome de la tomate, le cours d'une matière première, il est fait spot, contrairement au prix d'une action ou d'une obligation qui est basée sur la valeur d'une entreprise, qui est l'actualisation des flux futurs. Les matières premières, c'est l'équilibre offre-demande à l'instant T. Et donc aujourd'hui, on est encore dans cette phase un petit peu d'attente, où on attend toujours la baisse des taux, et donc on attend la reprise. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des signaux effectivement qui sont plutôt intéressants. On a des ISM, notamment manufacturiers, qui s'améliorent un petit peu. On attend une baisse des taux qui devrait permettre de redonner du dynamisme à la croissance, à l'activité. On a également en Chine clairement une volonté politique d'aider à redonner de la confiance aux consommateurs. Donc tout ça est plutôt positif, sachant qu'on a, pour le compartiment des métaux, toujours cette transition énergétique qui accélère. On attend encore une hausse des installations pour cette année, qui devrait créer une nouvelle demande. Et puis les secteurs traditionnels qui devraient revenir avec la remontée de ces ISM manufacturiers, de ces ISM des services, qui devraient être plutôt bons. Sur le pétrole, on attend quand même cette année encore, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, l'OPEP, attendent une hausse de la consommation de pétrole pour l'année. Et donc, on est pour l'instant dans cette phase de transition où on a un peu de stock, on a des réserves parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite ne produit pas au maximum. Donc mais pour vous, c'est une question de temps. C'est-à-dire le redémarrage du complexe matières premières,
plus une question de temps qu'une vraie question, quoi. Alors, je mettrais à part le secteur des matières premières agricoles, particulier, qui dépend de l'évolution de la météo et de plein de choses. Et là, on pourrait avoir des surprises avec notamment la période très chaude qu'on connaît en ce moment et qui peut éventuellement, s'il devait y avoir une nouvelle vague de froid derrière, poser un gros problème sur les récoltes, notamment sur les fruitiers, qui sont déjà en fleurs, qui sont des bien sûr. Ça pourrait poser... Ce qui compte, c'est pas maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a une vague de froid à nouveau ou pas, quoi. Exactement. Mais sur les autres matières premières, effectivement, si on mise sur le fait que les politiques monétaires plus accommodantes vont permettre de redonner du dynamisme à l'entreprise, on a un redémarrage du manufacturier, potentiellement un redémarrage aussi peut-être un peu lent, mais de l'immobilier. Tout ça, c'est de la consommation de matières premières, c'est de la consommation d'énergie. Et donc, sur le reste du complexe, c'est plutôt bon. Et puis, sur les métaux, on a déjà eu l'occasion d'en parler, avec la transition énergétique qui crée des besoins absolument considérables. C'est qu'une affaire de temps. C'est plus une question de quand et pas une question de si. Voilà, c'était ça. L'autre actualité que je voulais vous apporter, mais enfin, vous l'avez vu comme moi, et qui méritait peut-être quelques commentaires, c'est un sujet de discussion qu'on a déjà eu et qu'on poursuit avec vous, c'est que les grandes compagnies pétrolières américaines ont fait 3 fois plus de profits pendant les 3 premières années du mandat de Joe Biden, avec une administration démocrate politiquement, officiellement, qui n'est pas favorable à cette industrie, plutôt pro-climat, 3 fois plus de profits sous Biden que sous les premières années de Trump, ou sous le mandat de Trump, qui, lui, était quand même le chantre du drill, quoi. Oui, mais au moment où Trump arrive, on est en plein dans l'explosion du pétrole de schiste et une demande qui ne cesse de croître. L'administration Biden est arrivée dans une période un peu particulière quand même. On a eu le Covid et puis post-Covid, on s'est retrouvé avec une demande qui a explosé, des prix du pétrole qui sont partis très fortement à la hausse. Il y a eu la contrainte ukrainienne, du conflit russo-ukrainien, qui ont mis aussi à mal les exportations de pétrole russe, même si bon an mal an on s'arrange pour que ce pétrole continue à arriver sur le marché, ça reste moins fluide. On a encore une fois l'OPEP qui est là et qui soutient les cours. Donc on a globalement un paradigme hyper favorable. Bien tenu, hyper favorable. Et puis on constate 2 choses malgré tout, c'est qu'en plus d'avoir ce gendarme qui est là pour limiter les mouvements à la baisse, il y a quand même des interrogations qui commencent à se poser aussi sur la capacité de la production américaine à continuer à progresser. Cette année, l'administration américaine attend une production de pétrole aux États-Unis stable. Ça veut dire que les pétroles de schiste n'arrivent plus à permettre de continuer à augmenter de façon perpétuelle. C'était le doute que vous émettiez. Il y a une vision un peu court-termiste. Exactement. À exploiter au maximum aujourd'hui la manne du pétrole de schiste. Et d'ailleurs, les entreprises pétrolières américaines que vous citiez sont en train de se mettre en ordre de marche pour ça, puisqu'elles rachètent énormément d'actifs dans ce secteur-là, parce qu'elles sentent, à mon sens, que l'attention sur le pétrole va rester, parce qu'on essaye de contraindre les investissements pour des bonnes raisons, pour des raisons climatiques, et que, à un moment, il va y avoir des envolées de prix, peut-être plus de volatilité, mais des envolées de prix, et qu'à ce moment-là, les pétroles de schiste permettent d'être extrêmement réactifs et de pouvoir profiter de cette manne temporaire en augmentant la production au moment où les prix se tendent, pour pouvoir faire des bénéfices toujours plus importants, même si on est sur une industrie qui, a priori, est amenée à décliner dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour votre éclairage sur ce complexe des matières premières et la situation du moment sur ces marchés de matières premières. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.